Bonjour Patrick Mignola, bonjour à tous. Merci Monsieur le Ministre d'avoir accepté notre invitation alors que vous occupez une fonction clé au sein du gouvernement, ministre des Relations avec le Parlement évidemment. On vous a bien connu et vous connaissez bien l'Assemblée nationale puisque vous avez été président du groupe Modem de 2018 à 2022. On vous a reçu effectivement dans ces fonctions à l'époque. Alors vous nous direz notamment quels enseignements vous tirez de la configuration inédite à l'Assemblée nationale depuis les dernières législatives et depuis les quelques mois que vous êtes au gouvernement. Beaucoup de sujets donc à aborder. On va essayer de séquencer un peu notre discussion, même si évidemment chacun posera ses questions quand il le voudra et quand il le pourra. On va commencer par l'Ukraine, bien évidemment avec Chantal Didier dans quelques instants après le débat qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale sur le sujet. On évoquera évidemment bien sûr aussi l'agenda et les grands dossiers parlementaires actuels et à venir, les relations entre le gouvernement et puis le Parlement, et puis on élargira aux questions politiques bien évidemment. Juste un mot encore avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer. Et donc tout de suite la parole à Chantal Didier pour une première question. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Bon, évidemment, l'Ukraine, la majorité des députés a voté une résolution hier à l'Assemblée favorable au soutien pour l'Ukraine. Mais quels enseignements vous en tirez? Certains y ont vu plutôt des divisions, finalement. D'autres plutôt pas une unanimité, mais quand même un assez large consensus. Pour vous, quelle est la leçon à en tirer? D'abord, j'avais la chance d'être au banc hier après-midi et j'ai d'abord trouvé que le débat était d'une grande dignité. Et je pense que même si selon les sujets, il peut arriver à l'Assemblée d'être sonore, agité et parfois si sonore qu'on ne s'entend plus. Là, on s'est retrouvé avec des positions qui pouvaient être parfois divergentes, mais qui se respectaient la plupart du temps les unes les autres. Je veux dire par là que je crois que les parlementaires ont montré à la fois la volonté de la France de soutenir l'Ukraine, ont dressé un certain nombre de perspectives, que ce soit sur la question des avoirs russes qui a fait débat, ou sur la perspective d'adhésion à l'Union européenne, qui est évidemment un processus extrêmement long, extrêmement exigeant, mais je crois qu'il convenait de ne pas décevoir les aspirations d'un peuple en guerre. Et c'est aussi dans ce type de résolution aussi symbolique que politique que le Parlement joue son rôle. Et je pense que ça a permis de tordre le cou à quelques exceptions de l'opinion publique française. Je suis assez surpris que nous soyons le seul pays européen, en tout cas le seul pays européen à le faire dans de telles proportions, qui remet en doute ou qui fait débat autour de la menace russe. Il y a une évidence qui s'impose à nous et qu'on vit au quotidien, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiatives de guerre hybride qui sont prises contre notre pays. On le voit bien, il y a des attaques électroniques, que ce soit sur nos hôpitaux, que ce soit sur nos administrations locales, nos administrations nationales, un certain nombre de grandes entreprises, avec désormais, les services de l'État ont pu l'identifier et le documenter, qui sont vraiment d'origine de trolls russes ou de sociétés écrans russes. Il y a une guerre informationnelle qui nous est menée, et pas seulement à nous, un certain nombre de démocraties européennes. C'était important aussi que le Parlement hier puisse identifier comme exemple, qui là aussi sont très documentés, les manœuvres de déstabilisation extrêmement graves que la Fédération de Russie a pu entreprendre sur les élections en Roumanie, les déstabilisations que la présidente moldave, qui était en France il y a 48 heures, n'a pas manqué de rappeler dans ses échanges avec le président de la République et les différents responsables de nos institutions, la volonté de manipulation de la démocratie en Géorgie.
Donc je crois que le Parlement était dans son rôle et que ça a permis aussi d'identifier ceux qui étaient assez clairs sur leur position et sur leurs convictions, et ceux qui étaient un peu plus gênés, parce que ce qui a caractérisé les deux bords extrêmes de l'hémicycle depuis le début du conflit, depuis février 2022, c'est une sorte de gêne à qualifier l'agression russe, et c'est une sorte d'hésitation à s'engager franchement pour l'Ukraine. Moi, je suis très favorable à ce que nous appelions à la paix, c'est évidemment la position de la France. Mais la paix, c'est forcément une paix négociée, c'est une paix durable, c'est une paix qui est discutée et avalisée par les Ukrainiens et qui doit avoir certains objectifs intangibles. Et je crois qu'on ne peut pas avoir une volonté d'entrer en négociation sans exiger l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et donc, on voit bien que si chacun pouvait adhérer aux attendus et aux considérants de la résolution sur le soutien à l'Ukraine, un certain nombre de forces politiques pouvaient émettre quelques hésitations. Je regarderai au fond le résultat final qui a permis un très large rassemblement, non seulement des forces politiques qui participent au gouvernement, mais au-delà, d'autres forces politiques qui sont dans l'opposition et qui ont été très claires, à la fois sur leurs engagements européens, sur la nécessité de renforcer la défense européenne et évidemment d'apporter un soutien à l'Ukraine, notamment dans ces temps de versatilité des États-Unis. Puisque vous évoquez la position des uns et des autres, hier lors du vote, le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République se sont abstenus. La France insoumise et la gauche démocrate et républicaine ont voté contre. Est-ce que vous y voyez un positionnement politique finalement à destination des Français et d'un électorat, ou quelque chose de plus profond Moi, je ne fais pas de procès d'intention, puis ce ne serait pas mon rôle comme ministre des Relations avec le Parlement que de le faire. J'observe une chose, c'est que parfois jusqu'à la caricature, un certain nombre de parlementaires se sont exprimés pour énoncer quelques positions fausses sur le fait que la France voudrait entrer en guerre, que la France s'engage dans des escalades, que la France s'engage dans des surenchères. En l'occurrence, la guerre a été provoquée par la Fédération de Russie. La Fédération de Russie, malgré toutes les initiatives qui ont été prises par la diplomatie française, par la diplomatie européenne, toutes les initiatives qui ont pu être prises à l'échelon mondial, a toujours refusé de se mettre à la table de négociation pour envisager pour parler de cessez-le-feu ou de trêve ou a fortiori de paix. Et au fond, ça a permis ainsi de rappeler que nous n'étions pas dans une volonté de guerre. La France est une force de paix. Mais dans force de paix, il y a force. Et pour faire la paix, il y a nécessité de redonner de la force à la défense européenne, dont la France est un des premiers acteurs. Et quand on peut, dans un débat comme celui-là, qui est regardé par nos concitoyens, réénoncer ce qu'est la position de la France, je pense qu'on sort toujours gagnant d'un débat de ce type. Oui, sur l'utilisation des avoirs russes gelés, l'Assemblée, enfin la majorité qui a voté, est plutôt sur une position différente de celle du gouvernement. Vous allez en tenir compte ou bien oui. Voilà, comme d'habitude En fait, c'est une affaire de temporalité. Non, dites pas comme d'habitude, Mme Didier, vous savez bien que... et je veille à ce que ce qui se dit au Parlement prenne corps au gouvernement et fasse effet ensuite dans la vie des Français, et en l'occurrence dans les discussions qu'on a à l'échelon de l'Union européenne. C'est une affaire de temporalité. Le gouvernement est resté prudent pour des raisons que chacun connaît et chacun comprend. D'abord, il y a évidemment un risque juridique qui est assez avéré, c'est-à-dire que saisir des avoirs sans qu'il y ait de procédure pénale ou de traité de paix entraînant réparation, ça pourrait mettre en danger la robustesse juridique de la décision. Il y a un deuxième élément qui tient à la crédibilité financière du continent européen et de la France. Là, en l'occurrence, on ne parle pas d'avoirs qui auraient été saisis sur des personnes, mais ce sont des avoirs des institutions financières russes, de la Banque centrale russe,
Euroclear, qui est une des institutions clés des institutions financières européennes. Et donc cet argent de l'État russe, il était saisi sans une décision qui a force de loi et qui donne en tout cas une autorisation juridique, pourrait mettre à mal la crédibilité de nos institutions, voire même la crédibilité de l'euro en tant que monnaie de référence. Et donc c'était le rôle de l'État d'énoncer ces positions de prudence. Pour autant, parce que nous espérons et nous battons tous les jours pour qu'on avance sur le processus de paix, nous savons bien que la question de ces avoirs qui ont été saisis, 221 milliards d'euros, peuvent être un élément de poids dans la négociation. Et donc la position du gouvernement a été de rappeler qu'il n'était pas favorable en l'état et à ce stade à la captation des avoirs russes, mais pour autant il a donné une position de sagesse pour que les parlementaires, au fond, nous invitent à utiliser cet élément de poids dans les négociations que nous espérons rapides. Anita, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Sur ces avoirs, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une position française qui ne soit pas une position européenne? C'est rigoureusement impossible. Il peut y avoir qu'une discussion collective et une prise de position collective sur la question des avoirs. Parce que, enfin d'abord, sur les 221 milliards dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine qui ont été saisis par les institutions françaises. Le reste, hormis quelques pays, la majeure partie a été saisie en Belgique. Donc évidemment, ce serait de toute façon une discussion qui associe au moins la France et la Belgique, mais on voit bien que de toute façon, il peut y avoir de force dans les négociations à venir que si la position sur les avoirs russes est une position communautaire. C'est une question un peu technique. À un moment, le débat avait dérivé sur l'idée de laisser intègre les avoirs au nom de la sécurité des États, et d'autres sur uniquement les revenus de ces avoirs. C'est toujours la question ou c'est pas une bonne question technique? Non, c'est une excellente question. C'est-à-dire que l'argent qui a été saisi fait l'objet de placements, fait donc l'objet de rémunération de ces placements. Aujourd'hui, c'est entre 2,5 milliards et 3 milliards d'euros qui ont déjà été ainsi placés et obtenus en rémunération. Et c'est sur cette base-là, par exemple, qu'on a capté les premiers 195 millions d'euros permettant à l'Ukraine de subvenir à ses besoins budgétaires. Il y a une partie aussi de ces placements, en tout cas de la rémunération de ces placements, qui ont permis de contre-garantir les prêts qui ont été octroyés par l'Union européenne à l'Ukraine pour assurer sa défense. Nicolas ? Oui, il semblerait que le président de la République, le club des 5 ministres, devenu le club des 7, ont entrepris une mobilisation des esprits pour les réarmer. Mais comment dire, dans la bataille de l'imaginaire, on a l'impression qu'ils ont toujours un train de retard, les démocrates. Je veux dire par là, bon, Poutine, c'est clair, c'est la Russie impériale qui le met en branle, quitte à réinventer l'histoire. Trump, c'est les nouvelles frontières. Les Chinois, c'est la route de la soie. Les démocrates disent on défend la démocratie agressée. Je veux dire, c'est toujours une posture un peu en arrière. Donc est-ce que vous pensez que vous êtes satisfait de cette posture-là sur le champ de bataille? Alors, vous avez raison. Au fond, c'est toujours plus difficile de défendre des positions nuancées et fondées sur le droit que des positions à l'emporte-pièce ou impérialistes. Pour autant, défendre la démocratie, c'est quoi? C'est deux choses. L'attachement au droit international et à l'intangibilité des frontières. Quand un pays en agresse un autre, remet en question ses frontières, porte un certain nombre d'accusations qu'on pourrait facilement qualifier de révisionnistes, le droit international n'est pas respecté. Puis il y a une deuxième chose qu'on défend. C'est notre modèle de civilisation. Et qui est un modèle qui intègre y compris notre modèle social et la capacité à faire vivre des libertés publiques et des libertés d'opinion. Et donc à la fois il faut, en s'appuyant sur le droit international, condamner l'agression dont s'est rendue coupable la Fédération de Russie, et il faut se dire que demain, nous devons renforcer la défense européenne, parce qu'on défend, au-delà du principe d'intangibilité des frontières,
on défend aussi un mode de vie auquel sont attachés nos concitoyens, et c'est ça la responsabilité au fond qu'ils nous ont confiée. Justement, pour rebondir un peu sur la question de Nicolas et sur votre réponse, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le financement de l'effort de défense. Et on a l'impression qu'il y a peut-être encore un petit peu de mal à appréhender ou à dire les choses. On entend parler d'orientation ou de réorientation de l'épargne, de capacité d'emprunt, d'efforts de la part de l'État en termes de réformes et de choix budgétaires. Mais est-ce qu'à un moment donné, et peut-être dans la perspective du budget de l'année prochaine, qui est déjà en cours de réflexion, vous direz clairement aux Français que tout ça aura des conséquences. Alors, le modèle social doit être préservé. On a bien entendu François Bayrou, vous l'avez dit aussi vous cette semaine, mais qu'à un moment donné, tout ça aura peut-être des conséquences en termes financiers et de vie quotidienne sur leur vie au-delà du réarmement des esprits. Quel impact tout ça aura-t-il sur la vie des Français ? Ça va me permettre de tordre le cou au deuxième mauvais canard du débat sur l'Ukraine. Le premier mauvais canard, c'est de remettre en doute la menace russe, qui ne fait aucun doute pour quiconque, hormis ici ceux qui veulent polémiquer. Et le deuxième canard, c'est qu'il est faux de dire qu'il faut choisir entre le beurre et les canons. Il est faux de dire qu'il faut abîmer notre modèle social pour financer demain notre industrie d'armement. Il y a deux éléments. Il y a un effort très important, et on pourrait y revenir, sur l'élaboration du budget. À 7h30 ce matin, le gouvernement était réuni autour du Premier ministre pour jeter les bases de la préparation du budget 2026, parce que nous devons aux Français, nous devons à notre pays, parce que la première indépendance, c'est la stabilité financière, de parvenir à tenir notre trajectoire budgétaire. Mais l'effort d'armement sur un certain nombre de dents creuses de notre dispositif militaire. On peut citer le spatial, on peut citer la guerre électronique, on peut citer la défense solaire. C'est un effort qui représente une vingtaine de milliards d'euros sur la loi de programmation militaire. Une vingtaine de milliards d'euros, c'est pas ce qui demain déstabiliserait le budget de la France ou celui de la sécurité sociale. En revanche, l'effort à produire, mais l'effort à produire, il est sur la structuration de notre base industrielle et technologique. Et cet effort, le président de la République, sous réserve d'expertise, a donné un ordre de grandeur qui est 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, c'est évidemment pas quelque chose qui relève du budget, c'est ce qui relève de l'investissement financier en faveur de nos industries de défense, ne serait-ce que si demain, au lieu d'avoir une loi de programmation militaire à 70 milliards, on a une loi de programmation militaire à 100 milliards, on achète français, on achète européen, et on n'aille pas acheter des armes aux États-Unis qui pourraient être éteintes à distance et ne plus garantir notre indépendance militaire. Quel est le travail que nous réalisons actuellement ? C'est de regarder quels peuvent être les investisseurs dans l'industrie de défense. Pour que les choses soient bien claires, le budget de l'État, c'est 1200 milliards. C'est un peu plus de 500 milliards pour l'État et c'est un peu moins de 700 milliards pour la sécurité sociale. Le PIB de la France, c'est 7000 milliards. Et sur ces 7000 milliards, il y a une forte proportion, et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous restons crédibles vis-à-vis des marchés et vis-à-vis des places, c'est une très forte proportion d'épargne. Sous le double effet de la prudence naturelle de nos concitoyens et aussi des craintes sur l'avenir, on a battu un record d'épargne l'année dernière, 19% d'épargne en France dans le revenu national. C'est un record historique. Et cette épargne, les institutions telles que les banques, les assurances, les mutuelles, les placements collectifs, les fonds communs de placement, ce qu'on appelait auparavant les SICAV, les fonds d'investissement, aujourd'hui, les placent dans l'économie française, mais soit n'ont pas l'autorisation d'investir dans l'industrie de défense, soit font figurer dans leurs propres statuts et leurs propres règles l'impossibilité ou le choix de ne pas investir dans les industries de défense, puisque un des critères de l'ESG, et c'est heureux, c'est de ne pas investir dans l'armement.
Et donc, il y a seulement 2 ou 3 fonds en France aujourd'hui qui sont susceptibles d'investir dans nos grandes industries de défense, mais aussi dans les ETI ou les PME qui sont leurs sous-traitants et leurs partenaires. Une première réunion a eu lieu à Bercy vendredi dernier. Une autre aura lieu le 20 mars, ça a été annoncé par Éric Lombard, qui est le ministre de l'Économie et des Finances. Et l'objectif est non seulement d'autoriser, mais d'inciter ces institutions financières à investir dans notre industrie de défense. Et on voit bien que là, on est beaucoup plus à la hauteur des enjeux. Si demain, il faut réinvestir dans l'industrie de défense, y compris à l'échelon européen, c'est avec ces grands acteurs financiers qu'on doit travailler pour faire naître une forme de patriotisme financier. Et c'est ça l'enjeu. Quelle est la clé ? Il y a une grande partie de l'épargne des Français, il faut le dire, dans ces moments-là, dans le réarmement des esprits dont parlait Nicolas Domenach. Il y a une grande partie de cette épargne qui est placée au sein de l'Union européenne, mais il y en a aussi une partie qui va à l'extérieur des frontières. Et il peut arriver, vous savez, quand vous allez à la banque et que vous avez placé vos économies, on vous dit est-ce que vous voulez un placement dynamique, un placement équilibré ou un placement prudent ? Si vous demandez où l'argent est placé, on dit oh là là, plus de 60% dans l'Union européenne. Je dis oui, parce qu'il y a une règle non écrite, mais la plupart du temps appliquée, qui est qu'on ne doit pas investir plus de 40% hors des frontières de l'Union européenne. Et en termes clairs, ça veut dire que l'épargne des Français, la vôtre, celle de tous les jours, celle des assurances-vie, celle de l'épargne de précaution des Français, est placée la plupart du temps sur le continent américain en bénéficiant de l'IRA. Si demain nos institutions financières peuvent rapatrier une partie de cette épargne et par patriotisme financier le réinvestir dans l'Union européenne, on sera en capacité de répondre à ces besoins. Et donc, lorsque je vois le débat caricaturé pour expliquer que demain on fera mal aux Français, on fera mal à notre modèle social, on mettra les services publics au pain sec et à l'eau pour pouvoir financer l'industrie de défense, je pense que c'est important de rappeler comment fonctionne notre économie aujourd'hui. Nous avons de solides institutions financières, nous avons un pays qui est très solide, nous avons une épargne des Français qui fait la richesse de ce pays, et l'objectif est que cette épargne, alors ça peut être le cas y compris à titre individuel, en créant de nouveaux livrets, voilà, il y a des discussions autour de ça, mais c'est surtout, tout simplement, que quand vous placez de l'argent en épargne, cette épargne soit autorisée à être investie également pour votre défense. On n'aura plus les fonds de pension américains. Mais si, parce que les fonds de pension américains travaillent exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont des autorisations à un pourcentage maximum, à des plafonds, à des planchers d'investissement à l'extérieur. En fait, la connaissance de l'économie ouverte et les bienfaits de la mondialisation, parce que ça peut arriver, en l'occurrence la mondialisation financière nous permet de recapter un certain nombre d'investissements. Et je ne doute pas une seconde avec les fleurons qui sont les nôtres en France. Dassault, Thales, Safran, tous les sous-traitants et tous les savoir-faire que nous avons développés, parce que la France a tenu depuis toujours, et depuis le général de Gaulle, à développer et à maintenir une industrie de défense et à maintenir un effort budgétaire dans ces domaines-là, peuvent nous permettre demain de créer de l'emploi et de la ressource. Vous savez, je dis toujours, parce qu'on adore s'auto-flageller quand on analyse les budgets. La France aujourd'hui, c'est 5,4% de déficit budgétaire, c'est exactement le montant qu'on a fait voter. Avec difficulté, mais on y est parvenu et c'est très bien ainsi. Sur 5,4%, il y a l'équivalent de 2% qui sont consacrés à la défense. On serait déjà à 3,4%, on serait presque dans les règles européennes de déficit si nous avions fait le même choix que les Allemands, de sous-financer notre défense. Et donc au lieu de s'auto-flageller, je pense qu'il faut se dire que bien sûr il y a des efforts à réaliser, notamment dans le cadre de la réforme de l'État, et c'est une des montagnes de l'Himalaya, pour reprendre la formule du président du Premier ministre, qui est devant nous. Mais je pense qu'on peut rendre hommage à tous les gouvernements successifs d'avoir fait ces choix budgétaires
qui ont permis à la France d'être en situation non seulement d'être un acteur respecté sur la scène européenne et sur la scène internationale, d'être à la hauteur du siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et demain, de structurer mieux encore en qualité et en volume son industrie de défense pour bénéficier au premier chef des nouveaux investissements européens. Avant d'élargir à d'autres thèmes, peut-être une dernière question qui fait le lien entre l'Ukraine et puis les préoccupations des Français. D'ailleurs, vous nous direz peut-être qu'il ne faut pas faire le lien. Depuis quelques jours, on entend un certain nombre de voix s'élever pour dire que c'est peut-être plus tout à fait le moment, dans cette séquence où on parle d'efforts à faire, de parler de l'âge de la retraite en général et de l'âge de la retraite. Est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir est-ce que vous espérez toujours que le conclave, comme on l'appelle, puisse aboutir à un accord? Mais j'espère que je vous ai convaincu que les deux sujets pouvaient être liés, mais n'étaient pas dépendants l'un de l'autre, quoi. Voilà. C'est le propos tenu par le président du Conseil d'orientation des retraites, dont je ne doute pas une seconde qu'il soit aussi attaché que le Premier ministre au respect de la parole et du travail des partenaires sociaux. Et si d'aventure ce n'était pas le cas, je l'invite à le faire. On a décidé d'affronter tous les problèmes, parce qu'évidemment on est face à des risques géopolitiques majeurs. Tout le monde en est conscient désormais. Mais la vie continue. Et les problèmes des Français doivent être affrontés les uns après les autres. On ne doit rien mettre sous le tapis, on doit tout affronter. Et la question de la retraite, on a décidé de l'ouvrir sans aucun tabou. Et je comprends bien que certains voudraient réduire les problématiques internationales à nos petites obsessions françaises. En l'occurrence, on n'abandonnera pas l'ambition de régler les problèmes des Français parce que nous avons de nouvelles responsabilités à assumer à l'échelon international. Une question qui va peut-être gêner le ministre que vous êtes, je vous préviens à l'avance. À l'Algérie, vous êtes pour la solution du président de la République ou pour celle du Premier ministre? Le président de la République a redit qu'il était attaché aux accords de 1968. Je crois qu'il est parfaitement dans son rôle. Lors du Syrie, le Premier ministre a essayé de mettre en œuvre, sur la base de cette position du président, parce que moi je ne pose pas l'un à l'autre, une manière de conduire un nouveau dialogue avec l'Algérie. Et de se donner quelques semaines pour ne pas créer artificiellement des difficultés entre nos deux pays qui sont attachés par une longue histoire et qui peut susciter de multiples irritations, à commencer d'ailleurs par des irritations qui sont extrêmement mal vécues par nos compatriotes d'origine algérienne ou par tous les franco-algériens qui sont sur le territoire. Mais la position de la France doit être une position de fermeté vis-à-vis du gouvernement algérien. Imaginerait-on que des Français soient condamnés à être expulsés et que la France refuse de les accueillir sur son territoire? Et donc, il y a une forme de, je ne dis pas de mise à l'épreuve, mais en tout cas de conditionnalité dans l'inauguration d'une nouvelle relation avec l'Algérie, c'est que les accords internationaux, et en particulier ceux de 1994, soient respectés pour le retour des OQTF sur le territoire algérien. Nicolas. Oui, vous avez l'air d'aimer tordre le cou au canard. Alors ce matin, la presse, notamment le Figaro, se fait largement l'écho d'un trouble dans la majorité minoritaire, mais en particulier chez les proches du Premier ministre, parce qu'on ne saurait pas ce qu'il veut, il serait d'un immobilisme confondant. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un canard? Alors, peut-être que je connais assez le Premier ministre pour pouvoir dire qu'il n'est pas celui qu'on veut bien caricaturer parfois, et que, en l'occurrence, moi, ce que je vis comme ministre des Relations avec le Parlement, c'est pas l'immobilisme, c'est plutôt la gestion de l'embouteillage, notamment au Parlement. On vient de vivre une période de grave crise politique, avec en un semestre 2 séquences très lourdes
pour la gestion gouvernementale, qui étaient des périodes d'affaires courantes, où beaucoup d'urgences ont été ajournées et où il a fallu tout de suite reprendre la main. Et quand on est arrivé aux responsabilités, notre premier devoir était évidemment de faire voter un budget, de se doter d'une nouvelle configuration politique où les forces politiques qui étaient au gouvernement et qui n'avaient pas de majorité évidente à l'Assemblée nationale puissent ouvrir un dialogue et des compromis avec des forces qui étaient restées dans l'opposition et qui avaient accepté de dialoguer avec nous. Et immédiatement ensuite, il a fallu venir, et je vais le dire pour tordre le cou au canard de l'immobilisme, ça fera le 3e de la matinée, il a fallu tout de suite venir aux urgences agricoles. Il y a des engagements qui avaient été pris quasiment un an avant sur la loi d'orientation agricole, sur la levée des contraintes au métier d'agriculteur, mais sur l'eau et l'assainissement, les textes ont commencé ce matin, parce qu'ils n'ont pas pu être commencés dès hier soir à l'Assemblée. Il y avait une loi sur la démocratie sociale agricole, parce qu'il fallait faciliter la vie des chambres d'agriculture. Et donc, tous les engagements qui avaient été pris pour faciliter la vie des agriculteurs, ils ont dû être tenus en urgence. Immédiatement après, on a une deuxième urgence qui est arrivée et qui était liée aux collectivités locales, puisque il faut, autant que faire se peut, dans l'année qui précède les élections municipales, qu'on apporte un certain nombre de modifications. Alors j'ai parlé de l'assainissement, on a aussi la question du zéro artificialisation nette, parce que les maires ont besoin de savoir, au moment où ils vont commencer à établir leurs projets, ou les candidats qui voudront les challenger, ils avaient besoin de savoir sur quelles règles d'urbanisme ils pourraient s'appuyer. On a au Sénat, bientôt à l'Assemblée, la question du mode de scrutin sur les communes de moins de 1000 habitants. On a la question de PLM qui fait tant couler d'encre. Mais effectivement, comme on a décidé d'ouvrir tous les sujets et de les soumettre au Parlement pour qu'il décide souverainement s'il avance ou s'il n'avance pas, on a essayé de gérer cette deuxième urgence-là. Et quand j'ai eu la responsabilité, après l'urgence budgétaire, l'urgence agricole, l'urgence des maires, d'établir un calendrier parlementaire, pour la première fois, j'ai essayé d'en faire un jusqu'au 30 juin pour donner de la visibilité au travail parlementaire. Et là, on s'est retrouvé, rien que sur les semaines gouvernementales, à avoir 24 textes prioritaires à inscrire, parmi lesquels, vous le connaissez, le texte sur le narcotrafic, actuellement. Viendra ensuite le PJL de simplification de la vie économique et de la vie administrative. Viendront ensuite les textes de fin de vie, dont l'examen avait commencé à l'automne, mais qui n'avait pas pu se poursuivre. J'ai oublié, pardon, la question de Mayotte, qui a été un sujet, alors qui était plutôt un sujet sur la loi d'urgence, mais là, il y a le projet Mayotte 2, pour répondre au projet Mayotte debout, qui a été annoncé par le Premier ministre, qui arrivera aussi à la fin du printemps entre l'Assemblée et le Sénat. Le Sénat, de son côté, a travaillé sur la loi justice des mineurs, sur la loi sûreté dans les transports, qui aboutira lundi prochain. Et on aura encore à transposer une directive extrêmement importante et qui va correspondre à peu près au moment où le conclave sur les retraites va nous remettre ses conclusions. C'est la transposition d'une directive européenne fondamentale sur le travail des seniors. Je ne sais pas si on peut qualifier ce calendrier parlementaire d'immobile. Moi, je le vois assez dense. Voilà. Ce qui crée peut-être l'interrogation, c'est que vous avez listé effectivement beaucoup de textes à venir, c'est qu'on voit une répartition inhabituelle entre projet de loi et proposition de loi. Et c'est peut-être finalement ce grand nombre de propositions de loi, dont beaucoup sont transpartisanes d'ailleurs, parfois viennent du Sénat, parfois viennent de l'Assemblée, sur des sujets majeurs, le narcotrafic, la fin de vie, et qui créent peut-être le sentiment d'une... Alors vous nous direz si c'est une concurrence, une complémentarité. Beaucoup de ces propositions de loi figurent dans l'ordre du jour prévisionnel que vous avez présenté effectivement il y a quelques semaines. C'est un choix de votre part, c'est une adaptation à la situation politique du moment ? En fait, moi, j'ai pas de chance. Quand j'étais député, je venais vous voir et vous me disiez, il n'y a que des PJL, il n'y a que des lois qui sont d'émanation gouvernementale, vous n'êtes pas pris au sérieux. Et maintenant que je suis ministre, on m'explique, il n'y a que des propositions de loi d'émanation parlementaire, qu'est-ce que vous foutez au gouvernement, quoi ? Bon, en fait, nous tirons une conséquence simple qui résulte du choix des Français. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc,
Scoop! Nous revivons dans une démocratie pleinement parlementaire. Et donc on prend en considération qu'il y a plus de chances de faire progresser les textes, d'apporter des solutions aux Français quand les textes sont établis par les députés et par les sénateurs. Le gouvernement a un rôle dans ce cas-là d'ordre du jour des priorités, sur ses choix, sur ses préférences, sur ses urgences, sur les attentes de la population. Mais effectivement, on doit aujourd'hui travailler dans une coopération et dans une itération avec les parlementaires, alors qu'on savait bien comme ça se passait avant. Il y avait un gouvernement avec une majorité absolue, le gouvernement décidait, considérait que le Parlement c'était un mauvais moment à passer, on espérait que le texte qu'on faisait entrer à l'Assemblée allait sortir à peu près indemne, et ça roulait très bien comme ça. Mais en fait, ça roulait pas du tout très bien. Parce que si vous observez bien l'histoire récente, qui est à peu près l'histoire de la Ve République depuis le quinquennat, en fait, tout ça roule très bien pendant 18 mois, parce qu'il n'y a aucune espèce de contre-pouvoir entre gouvernement et Parlement. Donc ça marche très bien pendant 18 mois. Et si l'opposition ne se fait pas au Parlement, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait dans la rue, elle se fait à travers une crise sociale, elle se fait à travers des blocages de la société. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans une démocratie, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et que on en est là, et c'est ainsi que les Français l'ont voulu. Et si précisément ce gouvernement s'organise en s'appuyant sur le travail des parlementaires, c'est parce que rien ne se fera sans trouver des compromis. Et le compromis, ce n'est pas le renoncement ou l'immobilisme. Le compromis, c'est la capacité de bâtir des projets ensemble, de faire des majorités de projets sur les textes qui doivent être soutenus pour être votés par des personnes de sensibilités politiques différentes. Juste une petite question, parce qu'un représentant du groupe Lyot a déclaré cette semaine qu'en fait, l'ordre du jour de l'Assemblée portait sur de l'accessoire. Alors, est-ce que ça veut dire que les députés, quand ils font des propositions de loi, ne se préoccupent que de l'accessoire? Je ne crois pas. La liste de textes que je viens de vous donner, et je vous en ai donné 10%. Non, ce sont des textes qui sont assez fondamentaux. Enfin, je veux dire, quand vous allez dans les quartiers de Marseille, la loi sur le narcotrafic, ça va leur parler. Hein. Quand vous êtes un petit chef d'entreprise en France, la loi sur la simplification, ça va parler aussi. Mayotte qui attend Mayotte 2, je suis obligé de parler aussi de la loi sur les Jeux Olympiques pour les Alpes 2030. Enfin, non, mais je crois qu'il y a une direction, il y a un cap, il y a besoin de remettre la vie économique et sociale du pays en mouvement après un semestre où les Françaises et les Français ont été saisis de risques d'instabilité politique. Il faut qu'on pense les sujets de réindustrialisation, il faut qu'on pense évidemment comment on va réorganiser nos systèmes de santé pour qu'il y ait de meilleurs accès aux soins et que, parce que c'est l'inquiétude principale, on réduise le déficit de la santé, parce qu'au sein de la Sécu, c'est 15 milliards de déficit de la santé cette année, alors que c'est 6 milliards pour les retraites. Il faut qu'on soit en capacité d'ouvrir tous les champs, mais je ne crois pas qu'il faille se réduire à l'accessoire. Je vais vous faire une réflexion sur l'Assemblée. Moi, je trouve que c'est une Assemblée qui ne s'aime pas. Elle s'auto-flagelle. Et moi, je vois que des parlementaires qui bossent, qui font vraiment du travail, mais qui auraient, pour certains d'entre eux, comme perdu le sens de leur mandat. Et moi, je leur redis tous les jours que leur mandat a un sens. Bien sûr, on vit dans une société complexe, et en plus dans un monde qui est redevenu dangereux. Mais je ne crois absolument pas que ce qui se fait au Parlement aujourd'hui serait futile. C'est tout l'inverse. Le Parlement n'a jamais eu autant de pouvoir. Jamais. Alors, il peut y avoir un vertige dans l'exercice d'un nouveau pouvoir, mais en aucun cas une inutilité. Dans l'ordre pour la circulation du micro, Anita, Nathalie et puis Stanislas. Pardonnez-moi, je voudrais revenir un instant au Premier ministre. Est-ce que
par-delà les critiques d'immobilisme, d'absence d'agenda, etc., est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une tentative de déstabilisation qui est en cours, parce que les critiques sont quand même très récurrentes contre lui et sa personne? Bon, avant de déstabiliser Bayrou, il va falloir se lever assez tôt, hein. Mais et puis au fond, il a l'habitude. Vous le connaissez bien, il a l'habitude. J'appartiens à sa famille politique. C'est les procès faits aux centristes, ils sont connus d'avance. Le premier procès, c'est quand on arrive aux responsabilités, ça ne va pas durer. Ce serait presque un procès en usurpation. Et on nous avait expliqué qu'on allait tenir quelques jours, sinon quelques heures. Finalement, on est parvenu à progresser avec notre méthode, qui est celle du compromis, avec d'autres forces politiques que la nôtre. Bon. Puis après, on leur fait un procès en socialisme. Parce que comme on a négocié avec le Parti socialiste, immédiatement la caricature, c'est les centristes, au fond, ils vont tout lâcher et d'un budget Barnier, on va faire un budget socialiste. Je dis, bon, on a fait un budget Barnier matiné de compromis politiques utiles. Voilà. Et le troisième procès que j'avais annoncé d'ailleurs, c'est le procès en immobilisme, parce que forcément le centrisme est réputé mou, et que cette mollesse correspondrait à l'immobilisme. J'essaie de vous démontrer depuis une vingtaine de minutes qu'il n'y a rien de mou dans l'audace qu'il faut avoir pour affronter toutes les problématiques des Français, en ayant à la fois une contrainte budgétaire forte et une inquiétude géopolitique légitime. Vous avez cité la loi PLM, mais il semble que quand même un certain nombre de gens aient des doutes sur le fait qu'elle arrive au bout. Alors est-ce que vous êtes convaincu qu'elle ira au bout? Vous n'avez pas cité par ailleurs la loi sur l'audiovisuel public. Est-ce que celle-là, elle est aussi, ou est-ce qu'elle est aussi encore au programme? En fait, c'est la même démarche sur les deux textes. J'ai demandé, suite aux propositions que m'avait faites le président de la commission des lois à l'Assemblée, à ce que le texte soit décalé de 2 semaines, mais pour une raison de respect pour les parlementaires, c'est qu'il y avait un certain nombre d'amendements qui avaient été apportés par le rapporteur Mattei, qui avaient été déposés mardi soir. Et pour une commission arrivant le mercredi matin, ça ne me paraissait pas de bonne loi, parce que la volonté du gouvernement, c'est d'inscrire ce texte, c'est que le Parlement se prononce. Après, il l'adoptera ou il ne l'adoptera pas. Mais pour le moment, j'ai surtout vu des gens, enfin, j'en ai surtout beaucoup eu au téléphone, qui m'ont expliqué qu'il ne passerait pas, donc il ne fallait pas l'inscrire. En fait, le rôle du ministre des Relations avec le Parlement, c'est pas de faire de la météo politique. En disant, puisque des gens m'annoncent que ce ne sera pas voté, les choses ne se feront pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque texte doit trouver, et c'est le rôle des rapporteurs, une majorité, et que ce soit, c'est la même chose pour audiovisuel public. La ministre de la Culture travaille aujourd'hui avec l'ensemble des groupes parlementaires pour essayer de trouver un chemin. Voilà, s'il y a un chemin qui est trouvé, le texte sera adopté. S'il n'y a pas de chemin qui est trouvé, la nouvelle configuration de cette Assemblée nationale, notamment, c'est aussi de prendre en considération que, parce qu'elle a un nouveau pouvoir, parce qu'elle est souveraine, on peut soumettre un certain nombre de textes, que le cas échéant, ils ne soient pas adoptés, et que ce n'est pas la mort du petit cheval. Enfin, Ah oui, l'audiovisuel public. Oui, même chose. Je disais, la ministre de la Culture, en fait, a entamé une série de consultations avec les groupes parlementaires. Et à chaque fois, en fait, il faut que les porteurs de textes trouvent des chemins. Si vous vouliez qualifier la méthode Bayrou, en fait, c'est toujours la même. Est-ce qu'on est capable de bâtir des majorités de projets sur des textes qu'on croit importants pour les Français? Donc c'est des textes qui sont prépositionnés au mois d'avril maintenant. Bon, il faut laisser les parlementaires travailler. En fait. Il faut travailler avec eux, il faut regarder comment les choses peuvent avancer. Ouais, moi, l'argument de la temporalité, disant qu'il y a d'autres priorités, il y a d'autres urgences, j'ai eu ça 1000 fois déjà sur les modes de scrutin. Quand on le fait trop tôt, c'est pas le moment, c'est pas l'urgence. Quand on le fait trop tard, c'est trop tard. Enfin, à un moment donné,
La loi PLM, par exemple. La loi audiovisuel public, ça fait 4 ans qu'elle est dans les cartons. On peut considérer qu'on a peut-être commencé à voir à peu près les enjeux au bout de 4 ans. Enfin, je veux dire, en tout cas, ceux qui connaissent le sujet sont susceptibles de l'avoir appréhendé. La loi PLM, ça fait 25 ans. Ah, ça fait 25 ans. Pardon ? Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on a inscrit le texte à 1 an des élections municipales. Et la règle des 1 an n'est pas une règle constitutionnelle, c'est pas un coup près. Hein. C'est-à-dire que, en fait, il y aurait un risque, et ça, je dois évidemment prendre toute la prudence nécessaire dans l'inscription des textes. Il y aura un risque si une modification du mode de scrutin était vraiment trop tardive. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'un mode de scrutin change en octobre ou en novembre, alors que les campagnes sont ouvertes pour des élections au mois de mars. Mais là, on est tout à fait capable de le faire. Enfin, la loi PLM, si un accord devait se dégager entre les parlementaires, c'est 2 demi-journées. Hein. Enfin, c'est une demi-journée à l'Assemblée, une demi-journée au Sénat. Donc en fait, l'enjeu, il est politique. Mais moi, je comprends assez bien les enjeux politiques. Enfin, j'en fais pas depuis très longtemps. Hein. Je ne suis pas un politique très expérimenté, vous savez bien, Madame Auxerre. Bon. Mais il me semble que c'est jamais facile pour des élus sortants d'envisager la modification d'un système électoral qui leur a permis de se faire élire. C'est une limite à l'exercice. Voilà. Mais notre souhait est simple. La responsabilité du gouvernement, c'est de considérer que les habitants de Paris, de Lyon et de Marseille pourraient avoir le droit de choisir leur maire comme tous les autres Français. Samy. Samy Assef pour l'AFP. Sur l'A69, 4 parlementaires vont déposer une proposition de loi dite de validation visant à rendre légaux a posteriori les décrets qui ont été annulés par le tribunal administratif. Il semble nourrir l'espoir que le gouvernement soutienne ou en tout cas trouve du temps pour inscrire la PPL au mois de mai. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ou nous dire où est-ce que ça en est? Et à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Et juste, je me permets, il y a aussi une proposition d'initiative sénatoriale sur l'agriculture du sénateur Duplon qui fait beaucoup parler ici, dont l'inscription devait peut-être arriver au mois d'avril. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est aussi là-dessus? Alors, sur la 69, d'abord sur le fond, la position du gouvernement, c'est d'avoir fait appel de la décision du juge administratif, puisque celui-ci a remis en cause l'intérêt public majeur qui avait conduit le préfet à prendre un certain nombre de dispositions ainsi annulées. La première chose qui a été demandée, c'est le sursis exécution. Et la deuxième, ce sera une décision de fond de la Cour administrative d'appel. Parce qu'on considère qu'elle est en effet d'intérêt général. C'est pour ça que l'État avait autorisé les travaux, mais évidemment, on se range à la décision du juge administratif. Mais comme il est susceptible d'appel, nous avons fait appel. Je vais rencontrer Jean Terlier et les parlementaires du Tarn unanimes, avec les élus locaux et avec la présidente de la région, qui voudrait renforcer la caractérisation d'intérêt public majeur sur le projet. Donc, je me permets de rappeler une incidente, c'est que le temps gouvernemental est partagé avec le temps parlementaire, donc il pourrait trouver sa place dans le calendrier parlementaire, par exemple sur des semaines transpartisanes. Je n'essaie pas de défendre absolument les espaces qui sont dédiés au gouvernement, mais voilà, je pense que s'agissant d'une loi qui fait une unanimité transpartisane, ça serait bien que ce soit dans une semaine transpartisane. Mais le gouvernement n'échappera pas à sa responsabilité s'il faut l'inscrire sur du temps gouvernemental. Les choses sont très claires. Et ensuite, vous évoquiez la loi relative à la levée des contraintes au métier d'agriculteur dite Duplon, qui est très attendue par le monde agricole et notamment le monde du syndicalisme agricole. En fait, j'essaye d'être efficace. J'essaye de ne pas inscrire des textes pour faire plaisir et en réalité faire semblant. Et je vois bien que dans la semaine, parce qu'il n'y a qu'une semaine gouvernementale au mois d'avril,
on risque d'avoir un embouteillage. Et donc, il faudra qu'un texte, si on veut le faire aboutir, en fait, soit placé plutôt au mois de mai. Ce que je proposerais sur la Duplon, c'est que si elle ne pouvait pas être examinée au mois d'avril, elle puisse être placée à jour fixe. C'est-à-dire que là, qu'on ne puisse pas la remplacer par une autre au mois de mai. Mais le vrai sujet sur cette loi, je le dis toujours d'ailleurs aux représentants du monde agricole, le vrai sujet, ce n'est pas d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. J'ai le sentiment que le Sénat et l'Assemblée ne seront peut-être pas forcément d'accord. Là, je joue un peu au devin, un peu quand même. Bon. Et je pense que le vrai sujet que doit obtenir le monde agricole, c'est que soit fixée une CMP entre l'Assemblée et le Sénat. Parce que moi, j'aime bien qu'on fasse des annonces, mais le mieux, c'est que ça produise des effets. Voilà. Donc en fait, le vrai enjeu de la Duplon, ce sera la CMP. Voilà. Nicolas. Oui, est-ce que la prégnance de la situation internationale, les hyper-urgences nationales de l'autre côté, vous laisse le temps de réfléchir aux conditions qui seraient nécessairement requises pour désigner un candidat à la présidentielle si vous devez en avoir un? Non, parce que j'ai une bande passante très limitée, comme vous le savez, Nicolas Domenech. Et je veille à ce qu'elle se limite immédiatement dès qu'on se met à parler de l'élection présidentielle, parce que je trouve que ça pourrit la vie démocratique française de parler sans cesse de présidentielle. Voilà, en ce moment où on aurait espéré avoir un trimestre d'accalmie politique, on a déjà à vivre des congrès, et c'est heureux et c'est légitime. Voilà, il y a le congrès des Verts, il y a le congrès du Parti Socialiste, il y a la compétition à la présidence de LR. Ça met pas mal d'activités. Si on peut éviter, en plus de se rajouter la question de la présidentielle là-dedans, parce que moi je suis sûr que les 2 années qui viennent doivent être mises au service des Français et pas seulement des partis, ce sera heureux. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Bonjour, je voulais vous demander votre avis sur le nouveau fonctionnement institutionnel du Parlement. Alors vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Bon, on a le Sénat. Est-ce qu'il y a du bicamérisme? Est-ce que vous diriez qu'il faut refaire quelques paragraphes dans les manuels de droit constitutionnel? Vous venez d'évoquer la CMP, c'était un truc complètement inconnu du public. Est-ce que c'est vraiment la démocratie en marche? Et puis, à 2 reprises, ou 3 peut-être, vous avez parlé d'embouteillage. Donc il y a eu des nouvelles idées qui sont sur la table, hein, sur arriver à discuter à plusieurs textes en même temps. Où vous en êtes sur tout ça, le regard du professeur droit public et puis le regard du praticien? En fait, je suis assez à l'aise pour en parler parce que je ne décide pas. Parce que c'est la prérogative exclusive de la présidente de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. Mais je peux faire un rapport d'étonnement dans le rôle qu'est le mien, qui est le rôle en fait de la défense des parlementaires au sein du gouvernement, parce que ça marche dans les 2 sens. Effectivement, je pense qu'on gagnerait, et d'ailleurs la présidente de l'Assemblée, dans un rapport qu'elle avait fait sur la modification du fonctionnement de l'Assemblée, je pense qu'on gagnerait, alors c'est peut-être pas maintenant, parce que peut-être qu'on n'arriverait pas à dégager une majorité, mais on gagnerait à ce que les parlementaires puissent avoir des semaines dédiées au terrain, comme ça se fait en Allemagne, c'est-à-dire que le fait d'avoir des semaines qui sont travaillées, puis d'autres sur lesquelles l'Assemblée ne siège pas, et au contraire on est au contact du terrain, et on est dans les projets locaux, et on est dans la relation avec les élus locaux. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir, c'est des discussions qui ont eu lieu souvent entre le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée, comme c'est le cas au Parlement européen, une autre organisation de débat où il pourrait y avoir plusieurs textes qui soient étudiés en même temps en commission et que le vote intervienne une fois par semaine avec présence obligatoire. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives. Ce que j'ai compris, c'est que la semaine prochaine, la présidente de l'Assemblée, c'est ce qu'elle a annoncé hier pendant les questions d'actualité, aller consulter le bureau de l'Assemblée et les présidents de groupe, d'abord sur le sujet de la discipline, ce qui ne me paraît pas du luxe, parce que
voilà, je redis ce que j'ai dit hier et qui concerne le gouvernement, parce que je ne veux pas empiéter sur les prérogatives de l'Assemblée, mais il ne faut pas que les questions au gouvernement deviennent des questions sans réponse. Parce qu'une partie de l'hémicycle ne les écoute pas et que l'autre partie n'arrive pas à les entendre. Voilà. Donc c'est bien que tout le monde se respecte. Parce qu'en plus, on va finir par abîmer non seulement la santé mentale des parlementaires, mais on va finir par abîmer l'image du Parlement lui-même. Puis il y a un deuxième élément sur l'organisation des débats où elle va ouvrir un certain nombre de concertations. Et je trouve que c'est bien. De toute façon, enfin, un Parlement, c'est une institution qui vit, voilà, et qui doit s'organiser, s'interroger sur les meilleures conditions dans lesquelles il peut légiférer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler précisément ce qu'est l'affaire du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, qui vaut d'ailleurs des critiques contre la présidente de l'Assemblée nationale, disant qu'elle a laissé faire? L'affaire de Raphaël Arnaud, si j'ai bien compris, il a invité, ce qui est le droit le plus strict des parlementaires, une association qui est le pendant belge du CCIF qui a été interdit en France. La présidente de l'Assemblée a été saisie mardi en conférence des présidents et a diligenté une enquête interne sur ce sujet. Et j'imagine qu'elle en rendra les conclusions à la prochaine conférence des présidents. Stan. Et là aussi, enfin, comprenez ma prudence. Ce sont des décisions qui relèvent exclusivement de la présidente de l'Assemblée. Outre le fait que je l'aime beaucoup, c'est pas au ministre des Relations avec le Parlement d'intervenir à titre disciplinaire là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du nombre des commissions d'enquête qui sont créées actuellement? Est-ce qu'il n'y en a pas un peu beaucoup? Et en particulier, il y en a une en même temps qui porte sur le contrôle des établissements d'enseignement privé suite à l'affaire Betaram. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est vraiment un droit absolu des parlementaires, même si les commissions d'enquête sont limitées à 2 par session et par groupe. Ce que je constate, c'est qu'il y a pu avoir une forme de dérive dans l'utilisation de la commission d'enquête qui devient surtout un effet d'annonce suite à un événement d'actualité qui en général réunit beaucoup de parlementaires sur ses premières réunions, puis s'étiole, puis rend des conclusions dont on ne tire pas toujours toutes les conséquences. Et c'est dommage, parce que le but d'une commission d'enquête, c'est très précis. C'est hors procédure judiciaire. Parce que dès qu'il y a une procédure judiciaire, on n'a plus le droit de faire une commission d'enquête, puisque c'est l'institution judiciaire qui doit se prononcer. C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête sur les modalités de contrôle par l'État de la prévention des violences dans les établissements scolaires avait commencé par s'appeler Betaram, mais Betaram faisant l'objet d'une procédure judiciaire, en fait, est venu à un cadre plus large. Moi, je trouve que cette thématique est majeure. C'est formidable que des paroles se libèrent et qu'on les entende, enfin, d'une manière générale, dans tous les établissements éducatifs. À l'Assemblée nationale, il y a quelques années, j'ai été le président de groupe qui a inscrit dans sa niche parlementaire l'interdiction des violences éducatives. Je n'ai eu face à moi que sarcasme, parce qu'on voulait interdire la fessée. Que sarcasme. Et on l'a voté à l'unanimité. On l'a voté à l'unanimité. Parce que, débat faisant, les yeux s'étaient décilés sur le fait que la violence n'est pas une méthode d'éducation. C'est très bien d'organiser ça. Moi, je souhaite juste que les promoteurs de cette commission d'enquête n'aient pas comme seul objectif de polémiquer avec le Premier ministre, mais qu'au contraire, ils aillent au fond des choses pour que dans les établissements privés et plus globalement dans les établissements scolaires, il y ait un regard et des propositions concrètes
portée par les parlementaires sur la violence faite aux enfants. Voilà. Je pense que c'est un immense enjeu de société. Voilà. Donc, pour répondre précisément à votre question, peu importe le nombre des commissions d'enquête parlementaire, il faut que ce ne soit pas des commissions d'opportunité. Que ce soit des commissions qui fassent avancer les choses dans la société. On arrive à la fin de notre rencontre, on va prendre 2 dernières questions si vous le voulez bien, Elsa et puis Samy. Oui, Elsa Mondagava pour LCP. Je voulais savoir comment vous envisagez les discussions sur le budget 2026. On sait que dans quelles conditions s'est fait le budget 2025. Il y aura forcément, même si vous dites que le gouvernement ne veut pas faire des choix entre efforts de défense et modèle social, les oppositions vont être très vigilantes à voir effectivement si on déshabille pas Paul pour habiller Jacques, etc. Comment vous envisagez ça? Comment vous envisagez aussi toutes les lignes rouges que vont formuler les oppositions en menaçant de censure, en gros, comme cette année? Merci. Bon, d'abord, on a échappé aux lignes rouges dont avait tant souffert le gouvernement Barnier, et c'est heureux, c'est comme ça qu'on est arrivé à trouver un compromis sur le chemin budgétaire. Comment on doit procéder? Vous faites très bien de relever, de distinguer au fond la question de l'effort de défense et la question de l'effort budgétaire. L'effort budgétaire, c'est une affaire d'hygiène démocratique. Et c'est un des éléments de l'indépendance nationale. Comme le Premier ministre l'a relevé à plusieurs reprises, si on se compare à d'autres pays qui dépensent beaucoup moins d'argent que nous par tête d'habitant, qui peuvent avoir dans certains domaines des services publics qui fonctionnent aussi bien, voire mieux que chez nous. Et donc la démarche qui a été entreprise et qu'on a lancée ce matin à Matignon autour du Premier ministre, c'est plusieurs choses. D'abord un travail de transparence avec les parlementaires. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un comité d'exécution budgétaire pour que s'il devait y avoir des alertes en termes de recettes ou des glissements, des dérives dans certaines missions de l'État, on puisse immédiatement en informer les parlementaires et reprendre la main. Et ça vaut tant pour le budget de l'État que pour le budget de la sécurité sociale dans toutes ses dimensions, que pour le budget des collectivités locales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un travail de réforme de l'État, mais qui est presque un mot valise, donc je vais vous dire comment on le fait, et comment on va le faire avec les parlementaires. Chaque ministre a eu une commande de la part du Premier ministre de remettre sous 3 semaines la liste de ses missions budgétaires et son analyse d'une réorganisation, en sachant qu'en adoptant un principe de stabilité sur le budget 2026 par rapport au budget 2025, on pouvait faire mieux en termes d'organisation, de structuration, de rapport. Vous connaissez les discussions sur les organismes extérieurs de l'État, sur les interventions de l'État. 45% du budget de l'État, c'est des dépenses d'intervention. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on finance un certain nombre d'organismes qui mettent en œuvre des politiques publiques. Donc, chaque ministre a dû faire ce travail. Et j'ai proposé ce matin que, désormais, dans les 6 semaines qui viennent, il travaille avec les rapporteurs spéciaux de l'Assemblée nationale et du Sénat et les rapporteurs pour avis de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont travaillé sur le budget 2025, qui ont émis, en collaboration avec les administrateurs de l'Assemblée et du Sénat, un certain nombre de recommandations, et que ces recommandations soient réellement prises en compte, pour 2 raisons. D'abord, pour avoir été parlementaire moi-même, il m'est arrivé de constater que certains rapports fouillés, intéressants, recelant parfois de petits trésors de créativité pour améliorer le fonctionnement de l'État, étaient inégalement pris en compte par les ministres. Je le dis en termes choisis. Et ensuite, parce qu'une administration peut avoir un peu de mal à s'auto-réformer. Et donc c'est bien d'avoir cette relation saine avec les parlementaires. Au terme de ce travail, je crois que nous avons des marges de manœuvre budgétaires pour parvenir à tenir notre trajectoire. Et ce sera peut-être une clé d'un compromis qui ne sera pas que politique. Si on ne veut pas vivre la même crise
le même drame politique sur le vote du prochain budget, c'est forcément dans un travail en commun qu'on y parviendra. En fait, le seul chemin de maturité démocratique dans une assemblée qui n'a pas de majorité, c'est pas d'expliquer que c'est la quadrature du cercle pour faire voter un budget. C'est de se donner les moyens de le bâtir ensemble. Et pour la première fois, au lieu de commencer ça en octobre et de bâcher le truc en 6 semaines et de refermer les rapports parlementaires sans en tenir compte, eh ben on va le faire dès le mois d'avril pour être sûr qu'à la fin, ce ne soit pas seulement le budget d'un gouvernement, mais que ce soit le budget du pays. Samy. Sur le calendrier parlementaire, on a parlé de tout ce qui pourrait arriver en mai. Est-ce que dans votre esprit, le calendrier fin de vie sur les 2 textes, lui, est figé, donc 12 et 19, enfin vous allez me le rappeler. Est-ce que vous confirmez que l'esprit qui a prévalu sur le premier examen, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de procédure accélérée déclenchée, continuera là-dessus? Et juste sur PLM, vous avez déjà largement répondu, mais pour être clair, est-ce que vous considérez qu'il faut garder l'ambition d'appliquer le texte aux prochaines municipales, ou est-ce que le fait de l'appliquer aux municipales d'après peut être un chemin de passage pour que les débats soient moins crispés? Sur PLM, il faut que le Parlement se prononce, pour ou contre, mais je trouverais regrettable qu'on utilise toute forme de manœuvre dilatoire, comme ne pas l'inscrire, ou essayer d'expliquer que c'est pour 2032 ou 2038. Voilà. Surtout s'agissant d'une problématique que chacun connaît absolument, et dans son détail, et depuis toujours. Donc après, on peut avoir des avis différents. Mais en tout cas, personne ne peut m'expliquer qu'il va être surpris par le débat. Voilà. Et sur fin de vie, je vous confirme bien qu'il y a 2 semaines gouvernementales qui ont été réservées pour 2 propositions de loi. J'ai eu l'occasion de le dire, c'est le choix qui a été fait par le Premier ministre, qui a été accepté par les porteurs de ces propositions de loi, parce que nous souhaitons qu'il y ait 2 textes distincts, parce que les 2 sujets sont liés mais ne doivent pas être dépendants l'un de l'autre. D'ailleurs, sur l'aide active à mourir, on montre souvent la Belgique en exemple, et j'observe que la Belgique a voté l'aide active à mourir sans voter les soins palliatifs à l'intérieur du même texte. Et ça permettra aux parlementaires de s'exprimer en conscience, et je pense qu'il pourrait y avoir des avis très différents qui ne dépendront pas des obédiences politiques. Il y aura néanmoins une discussion commune, parce qu'effectivement les textes sont liés, donc une discussion générale commune, et il y aura un vote le même jour. Alors après, donc il ne peut pas y avoir le vote d'un texte et pas de l'autre. Voilà. Jamais de manœuvre dilatoire. Toujours affronter les problèmes, même quand c'est difficile. Voilà. Mais l'Assemblée pourra peut-être choisir, après je ne sais pas si ce sera le choix des présidents de groupe, de faire du TLP, du temps législatif programmé. Et en tout cas, je veillerai à ce que d'une façon ou d'une autre, voilà, il n'y ait aucune manœuvre de quelque obstruction que ce soit qui puisse être entreprise. Il y a des engagements qui ont été pris, il y a un choix qui a été fait, c'est de distinguer les 2 sujets, mais il y a un engagement qui a été pris, il sera tenu. Et il n'y aura pas de PA, parce qu'il n'y a jamais de procédure accélérée sur les sujets sociétaux. Merci Patrick Mignola de nous avoir accordé un peu de temps au milieu de cet Merci embouteillage auquel vous devez faire face, et puis on vous réinvitera pour voir comment vous avancez dans cet embouteillage. Merci à tous, bon après-midi.